Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans notre webinaire cybersécurité, comment protéger son entreprise contre les cyberattaques. Oui. Alors, en attendant, du coup, bonjour tout le monde. En attendant, je vous invite à répondre à un petit quiz. Scannez le QR code à l'écran et c'est rapide. Et ce sera notre fil conducteur tout au long de la réunion. Est-ce que tu veux qu'on attaque? Ouais, je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de répondre à ton petit questionnaire. Moi, j'étais qu'à la question 6. Alors, on laisse un peu de temps encore. On Mais laisse 2 petites minutes pour répondre. ouais, 2 petites minutes. Parce que c'est pas facile, hein. Juste avant de commencer le webinaire, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole parce que ce webinaire se veut interactif. Donc, on vous la donnera et vous pouvez également écrire dans le chat si vous avez des questions ou des commentaires. Et en attendant, je vais quand même vous demander de couper vos micros pour éviter toute confusion ou qu'on puisse pas bien entendre. Julien, tu peux commencer. Julien qui est d'ailleurs notre chef de projet cybersécurité chez Mobiliance. Alors, c'est parti. Alors, rebonjour pour ceux qui étaient là et bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ravi de pouvoir vous accompagner pendant environ 1 heure et demie dans le monde merveilleux de la cybersécurité et des cyberattaques. On a modestement intitulé Petit guide de survie en milieu cyber. Aujourd'hui, voilà, on vous propose un petit voyage et surtout quelques astuces pour pouvoir un petit peu sortir et parfois éviter de se noyer dans un jargon qui peut être très technique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit de quoi l'on parle, simplement pour mieux l'appréhender. Quelles sont les principales menaces qui concernent aujourd'hui vos professions? Je dis bien vos professions, hein, on est orienté mobiliance, avoir donc les bons réflexes qui vont en face, pouvoir se préparer ou savoir vers qui se tourner quand des catastrophes arrivent. Et puis, tout au long de l'intervention, je vais vous donner des liens vers des sites web pour vous aider. C'est des choses très simples, c'est du pratico-pratique pour vous aider au quotidien et on vous donnera un récapitulatif par écrit de tout ça, bien évidemment, à la fin de l'intervention. Donc, quand on voyage, on essaye de savoir un petit peu où on va et on commence par une définition. Alors, c'est important, on la lit et on y reviendra plus tard, vous verrez pourquoi. Ensemble des moyens utilisés pour assurer la sécurité donc, des systèmes et des données informatiques. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, on voyait ça un petit peu comme une menace lointaine. Malheureusement, je pense que vous le voyez dans les médias, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est devenu un problème réel. Ça concerne toutes les entreprises. Alors, petite histoire, on était avec l'autre jour en Bourgogne-Franche-Comté, et donc c'est une auto-école. Ils sont deux qui, à la fin de la présentation, nous a bien confirmé, nous, on a été rançonnés. On nous a demandé une rançon de 80 000 euros. Ils nous ont ils nous ont verrouillé les sauvegardes. Ça a été un enfer. Voilà, c'est très compliqué. Ça n'arrive plus qu'aux grosses entreprises. Ça arrive donc aux TPE, PME. On est sur 15% des entreprises interrogées qui déclarent avoir été touchées par un incident. Et c'est du déclaratif, d'accord? Et on pense que c'est vraiment un petit peu plus de monde. Quand on voyage, en général, on va voir la météo d'un pays. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la météo cyber pour voir un petit peu quelle température, quel temps il fait aujourd'hui sur la France en termes d'attaque de cybersécurité. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, le temps est plutôt clair puisque la France n'est que le 16e pays le plus attaqué. Il faut savoir qu'en règle générale, on est souvent entre la 5e et la 13e place. On est loin de concurrencer les États-Unis ou la Chine. Néanmoins, on fait partie quand même des pays les plus attaqués. C'est bien évidemment en fonction d'un contexte géopolitique. Mais voilà, ça reste un des pays les plus attaqués. Parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui sont très compétitives et qui sont aussi parfois très vulnérables. On a des précautions. C'est un problème qui concerne que les grandes entreprises. Voilà, on l'entend et malheureusement, on le lit beaucoup trop. Et oui, les grandes entreprises, bien évidemment, qu'elles se font attaquer. Bien évidemment qu'on en parle, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. D'accord? On pense que ça a un coût trop élevé ou alors que ça va nous donner beaucoup de travail. Non, aujourd'hui, vous allez le voir, il y a des solutions
des outils, des techniques voilà, qui sont accessibles uniquement aux équipes informatiques. On va essayer de démontrer le contraire. Où on a des bonnes raisons, on est déjà protégé, on a un antivirus, vous inquiétez pas, nos données, non, mais elles sont pas intéressantes pour les pirates. Si les données sont très intéressantes, aujourd'hui les données ont plus de valeur parfois que de pouvoir accéder à vos comptes bancaires. Et si nous sommes attaqués, nous le saurons immédiatement. Donc, ce qui nous amène à la première petite question de notre quiz. Je vous propose d'aller voir les réponses. Donc, les auraient sont estimés en 2023 et vous avez répondu à 50% pour l'Australie. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est quand même très gros, la surface de la cybercriminalité, et on estime que ce chiffre a doublé sur 2024. Donc, on est vraiment sur des très gros montants. Malheureusement, la cybercriminalité s'est professionnalisée, ils sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus efficaces, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'attaques. D'accord. La deuxième question, quel est le délai moyen donc entre un piratage et sa découverte? Et là, vous m'avez mis 53%. Oh, au bout de 90 heures, on va le savoir. C'est faux. Malheureusement, la bonne réponse, c'est 90 jours. En moyenne, en France, on met 3 mois entre le moment où on s'est fait pirater et le moment où on va pouvoir le découvrir, d'accord? Et c'est bien pour ça que ça marche bien, c'est qu'il y a une attaque, on la voit pas, les pirates ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent, et puis c'est derrière qui passe à l'attaque. Donc on est sur une moyenne de 3 mois. Ce qui veut dire que vous avez bien évidemment des entreprises et des systèmes qui détectent quasi instantanément, d'accord? Mais vous allez avoir aussi malheureusement des entreprises qui ne le voient pas, qui ne le savent pas, ça va prendre des mois, et c'est là où ils peuvent construire toute une architecture qui va permettre de bloquer l'ensemble des systèmes. Et là, ça peut devenir forcément, vous vous en doutez, extrêmement pénalisant. Alors, quand il y a une cyberattaque, bien évidemment, il y a des soucis qui vont avec. Donc, on va dire en perte directe, vous avez l'activité qui est impactée, hein. Vous ne pouvez pas faire votre activité normale. Mais ce qui est intéressant aussi parfois, c'est de voir les pertes indirectes. Donc, vous pouvez avoir des augmentations de primes d'assurance parce que vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait. Il va falloir investir parfois dans des correctifs urgents pour pouvoir tout simplement compenser les problèmes d'infrastructure. En plus de racheter du matériel, voilà, il va falloir mettre en place des patchs qui peuvent être extrêmement chers. En fonction des contrats que vous avez, bien évidemment, des pénalités contractuelles. Donc la continuité d'activité, puisque l'impact, il n'est pas que sur une journée, hein, il peut être pendant des semaines. Donc c'est des retards de livraison, c'est des organisations de planning, c'est de la surcharge de travail pour certaines équipes, donc du paiement d'heures supplémentaires, etc. Atteinte à l'image, bien évidemment, quand on se fait hacker, c'est jamais drôle, mais ça peut entraîner de la perte de confiance, hein, et puis la perte de données. Imaginez-vous, et c'est ce qui était arrivé donc à un garage automobile dans le sud, de données comptables qui ont été supprimées comme ça en un instant. C'est très compliqué, même si on a un expert comptable, il y a beaucoup de choses. Et pour réengager derrière une activité normale, c'est parfois très, très, très compliqué. Donc, les impacts ils sont vraiment multiples. C'est pas juste, oh, zut, mon PC, il marche plus, il faut en mettre un autre. Si c'est toutes les données qui sont affectées, voilà, ça peut être très compliqué, ça peut durer très longtemps et ça peut à la fin coûter extrêmement cher. Alors, les menaces les plus courantes. Donc, on a bien évidemment le virus, donc malware, on a le vol de données, le rançongiciel, donc le ransomware, et ce qu'on appelle le hameçonnage, donc le phishing. Alors, on va commencer, nous, à s'intéresser au phishing parce que c'est le principal vecteur d'attaque. D'accord? Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée principale et on va vous expliquer après pourquoi. Donc, c'est une technique utilisée par les cybercriminels pour tromper les gens. D'accord? Divulguer des informations comme des mots de passe, bien évidemment, les numéros de carte de crédit. Ils se font souvent passer pour des entreprises ou des personnes de confiance. Donc, en résumé, vous l'avez compris, c'est l'arnaque. On en voit beaucoup, mais à un moment ou à un autre, on se fait avoir et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Quand on parle de phishing,
niveaux. D'accord? On va avoir donc le niveau 1, c'est ce qu'on va appeler le spam. Donc ça, vous le connaissez. Les boîtes mail arrivent bon an, mal an à le filtrer. Donc c'est tous ces mails chronopost, attention, retard de livraison, veuillez cliquer sur le lien pour programmer une livraison. C'est parfois un roi perdu d'Afrique qui vous demande de l'aider, qui fera de vous un millionnaire si, en attendant, vous pouvez lui envoyer un petit peu d'argent pour le dépanner via Western Union. C'est tout un tas de choses. Il y a bien évidemment beaucoup de scénarios. C'est souvent grossier. C'est pas individualisé. Vous recevez ça. 9 fois sur 10, on va pouvoir le mettre à la poubelle assez rapidement parce qu'on a compris que c'était un piège assez classique. Voilà, ça marche pour les pros et pour les particuliers, hein, bien évidemment. D'accord? Donc, le premier niveau, voilà, le spam, le hameçonnage standard. Deuxième niveau, et c'est celui qui nous intéresse le plus, on appelle le spear phishing. Donc là, c'est du harponnage. Voilà, si on devait faire une traduction, donc si vous voyez bien l'outil n'est plus tout même. Là, on ne cherche plus à pêcher au petit bonheur la chance. Non, c'est vous qui êtes ciblé. Donc, le spear phishing, comment ça va marcher? Eh ben là, le pirate, il a déjà des informations sur vous, donc il va pouvoir vous attaquer nommément. Bonjour monsieur, bonjour telle entreprise. Ou alors, il aura hacké un de vos fournisseurs. Il va prendre sa boîte mail et via sa boîte mail, il va vous envoyer un mail directement en vous disant bah voilà, il faudrait s'il vous plaît que vous puissiez payer cette facture, c'est très urgent, veuillez cliquer, voilà, veuillez renseigner en allant sur tel lien. Et il va s'adresser à vous nommément en utilisant des contacts dans lesquels vous avez confiance. Et c'est là qu'est le piège, d'accord? C'est souvent sur ce genre de choses où on a la vigilance qui baisse un petit peu, et c'est là où le piège se referme sur vous, d'accord? Et on a le troisième niveau, lui, on va dire, il est plus sur les grandes entreprises qu'on appelle le whaling. Donc, c'est la pêche aux gros poissons. Donc là, c'est quand on va chercher à cibler un dirigeant d'entreprise ou un responsable informatique d'une grande entreprise pour vraiment réussir à accéder à ces données personnelles. Donc là, on est vraiment sur un piège sur une toile qui est très fine, qui ne me concerne pas, donc je vais pas m'y intéresser aujourd'hui. Nous, c'est vraiment le spear phishing, c'est le client qui vous envoie un mail, c'est le fournisseur qui vous envoie un mail. C'est là-dessus aujourd'hui que va être le principal danger. Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut connaître les leviers. Et les leviers, ils sont simples parce ils exploitent des failles humaines. D'accord? Donc, on va travailler sur la cupidité. Donc, on va vous faire miroiter des sommes très importantes. Un exemple assez standard, ça va être, ou par exemple, tout simplement un mail des impôts qui vous dit que vous avez versé trop d'argent, qu'ils vous doivent de l'argent, et que donc il vous invite à cliquer sur le lien pour remplir le formulaire pour pouvoir ensuite recevoir l'argent. C'est arrivé il y a quelques mois, un piège comme ça qui a été tendu en PACA, et un garagiste s'est retrouvé avec une usurpation d'identité. Donc derrière, il a tout rempli, il a donné toutes ses coordonnées, il a donné son RIB, etc. Et puis derrière, le pirate a eu accès à toutes les informations. Il a pu aller pirater sa boîte. Il a monté un faux site en se servant de toutes les informations. Et il s'est mis à vendre, bien évidemment, des véhicules qui n'existaient pas sur le bon coin. Donc toujours pareil, en agitant le spectre de la cupidité, c'est-à-dire en proposant des super véhicules à des tarifs très attractifs. Il a demandé des versements d'acompte, il a donné son RIB, et puis au bout de quelques jours, le garagiste a commencé à recevoir des appels. Bonjour, quand est-ce que je pourrais avoir ma voiture? Mais de quelle voiture parlez-vous? Et là qu'il a découvert qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. Ça a commencé par un mail des impôts qui lui disait de se connecter parce qu'il y avait un trop perçu et qu'il allait percevoir un remboursement. Donc voilà, ça commence comme ça. Les autres leviers qu'on voit souvent, la menace, bien évidemment. Donc je vous menace, et on le verra plus tard, de vous couper des accès, je vous menace de vous payer, etc. La crédulité, bien sûr, malheureusement, des fois, on aimerait tous croire au Père Noël et des fois, on va croire à des choses qui n'existent pas. C'est le cas justement de la très très bonne affaire sur le Bon Coin, hein, qui est très important, l'urgence. Donc celui-là, on retrouve dans quasiment, hein, parce que si vous utilisez les trois autres combinés, il n'y a pas forcément besoin de l'urgence, mais on va le retrouver très souvent. L'urgence, c'est vraiment ce qui va nous pousser à faire la bêtise, à aller cliquer sur le lien,
à aller remplir parce qu'on est en train de faire autre chose, parce qu'on traite 500 mails par jour et qu'on nous demande quelque chose d'urgent. Bon, bah, OK, alors je vais vite le faire. Et voilà. Donc, on a ces leviers. Derrière, il y a des signaux, bien évidemment. Donc, les plus courants, c'est des adresses mail qui sont incorrectes ou qui sont mal orthographiées. Il faut bien vérifier qui vous envoie le mail. On a des fautes d'orthographe ou de grammaire dans le texte, mais malheureusement, il y en aura de moins en moins. On a donc ce fameux sentiment d'urgence inhabituel. Un autre facteur qu'on peut très facilement repérer, des dates ou des heures inhabituelles. Comme ça, c'est là qu'il peut le faire en passant inaperçu. Donc, vous allez recevoir des mails, si vous regardez bien, ils sont datés, ils sont à 23h, ils sont à 1h du matin, ils sont à minuit, etc. Ça peut vous mettre sur la piste, là, très clairement. Vous voyez des mails qui arrivent très, très tard. Voilà, faites un pas en arrière, on prend le temps de réfléchir. Okay, on a des liens qui ne correspondent pas au domaine. Voilà, on va vous demander des informations sensibles. Alors là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Là, on voit bien le Google là-haut avec le 2G. Et puis Alexandre avec un texte en français. Donc là, typiquement, voilà, on est sur quelque chose qui est. On peut tout à fait se faire voir. Et puis un ton pensé pour vous faire paniquer. Donc là, par exemple, c'est un mail du mois de mars, un des adhérents qui nous l'a envoyé. Donc là, on a envoi de fichier lourd, service de transfert de fichiers. Bonjour, cabinet Boyer, secrétariat vous envoie des fichiers. Si je vois un bon de commande de mon client, wow, génial, un bon de commande, bah, alors là, c'est parfait. Donc, j'ai un document PDF, j'ai une attestation de TVA, et puis j'ai un gros fichier JPEG. Bon, bah, un bon de commande, on est content de le recevoir. Donc là, généralement, on va peut-être vouloir aller cliquer et on ne peut pas télécharger les fichiers parce qu'ils sont lourds. Donc, on vous donne un lien. Donc là, le lien, il est en HTTPS Download Service Cloud. Donc, on pourrait se dire, tiens, il n'a rien de particulier, ce lien. Mais quand on passe la souris dessus, on voit en dessous apparaît en fait le vrai lien. HTTP, le S, déjà il a disparu. Donc là, on n'est plus sur du cryptage. Et on est sur un site qui n'a rien à voir avec celui qui est énoncé au-dessus. Donc là, on a vraiment, j'ai envie de dire, la preuve que là, on est sur une tentative de hameçonnage. L'adresse mail, elle n'a rien de particulier, mais elle n'est pas forcément très professionnelle. Par contre, regardez l'heure. Le mail, il a été envoyé à 1h15 du matin. Alors, moi, je veux bien qu'on travaille tard, bien évidemment. Maintenant, envoyer des mails à 1h15, franchement, c'est douteux. Donc, quand vous recevez un mail comme ça, c'est bizarre, c'est plus que douteux. Et là, c'est vraiment très douteux. Donc là, on est face à une tentative de phishing, de spear phishing, parce que là, on essaye de faire passer un bon de commande de véhicule poids lourd pour une tentative de phishing. Donc, on a clairement exploité des vulnérabilités. On sait à qui on envoie ce genre de choses. Deuxième exemple, il est important parce que celui-là, il tourne pas mal en ce moment. Là encore, il date du mois de février. Et on a d'ailleurs émis des alertes à ce sujet à Mobiliance. Contrôle de votre habilitation et de votre agrément. Donc, bonjour. Donc là, j'ai caché, hein, parce que là, il s'adressait directement à la personne. Vers phishing, voilà. Là, vous êtes directement nommé. Je vous demande de transmettre, donc, avant le jeudi 20 mars, en urgence, les pièces, Je vous prie de me faire parvenir votre clé numérique, et je vous demande de cesser tout enregistrement en attendant la fin du contrôle. Menace. Voilà, la transmission des pièces se fait à une autre adresse mail, et vous pouvez me contacter si voilà. Et pour bien renforcer la menace, je mets un gros logo. Alors, j'ai été obligé de le couper en haut. Hein. Le gros logo de la NTS et puis en bas, le gros logo des finances publiques. Donc là, pareil, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait Bon, ils me demandent des pièces. OK, peut-être on va les envoyer. Alors déjà, on regarde l'adresse mail. Alors, l'adresse mail, pour le coup, elle est bonne. Est-ce que ce monsieur ne serait pas fait pirater son adresse par hasard? OK, Louis Barre, finance.gouv.fr, bon, pourquoi pas. Alors, par contre, envoyer un 21 février à 23h35, alors je connais des fonctionnaires zélés, je connais des fonctionnaires qui travaillent beaucoup, mais des fonctionnaires qui envoient des mails un vendredi soir à 23h35, j'en ai pas vu. Donc là, très clairement, on a une grosse alerte rouge.
Derrière, les deux logos mis ensemble, clairement, non, ça n'a rien à faire ensemble. Et puis derrière, on nous demande encore une fois d'envoyer tout ça sur une adresse qui ne correspond pas, si vous voulez, au standard en règle générale des .gouv.fr. Donc là, typiquement, voilà, vous avez encore une tentative de spear phishing. Et là, vous voyez bien, le hacker, il cherche pas à voler vos données bancaires. Le hacker, il s'intéresse à vos habilitations SIV pour pouvoir derrière monter une escroquerie en se servant de vos données personnelles, d'accord? Et il cherche pas forcément à avoir une habilitation SIV d'un énorme concessionnaire ou voilà, non, 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 vous travaillez tout seul, vous avez votre habilitation SIV, ça lui suffit, d'accord? Donc là, on comprend bien en voyant ce mail que vous êtes des cibles, vos données les intéressent et peu importe la taille de votre entreprise. Là, pour monter l'arnaque, le hacker, là, il s'en fiche de la taille. Voilà, il cherche pas la pêche au gros poisson, mais avec ça, il va pouvoir monter des arnaques très sophistiquées. C'est des arnaques derrière qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. En Occitanie, ils ont démantelé comme ça un groupe qui volait des données, qui montait encore une fois des escroqueries, principalement via le Bon Coin ou via des faux sites, qui demandaient des acomptes. On parle de millions d'euros de préjudice pour les entreprises et pour les particuliers qui étaient concernés. Donc, on est extrêmement vigilant par rapport à ça. C'est des mails, malheureusement, qui vont être de plus en plus fréquents. C'est des mails qui ne vont pas dans le filtre anti-spam parce qu'ils arrivent parfois de gens que vous connaissez. Et donc, c'est des mails sur lesquels, bien évidemment, il faut être extrêmement vigilant. Donc, on a décomposé un petit peu tout ça. Le mode opératoire, donc, c'est les escrocs qui récupèrent déjà vos personnels donc sur le dark web parce que il y a déjà des entreprises qui se sont fait pirater. Donc justement, ça permet d'avoir les données du fournisseur. Et puis après, avec les données du fournisseur, je vais vous envoyer un mail. On crée un effet de surprise et on exerce une pression psychologique. On l'a vu, l'urgence principalement, la menace. Donc on vous incite à répondre très rapidement pour pas avoir de problème. Et puis derrière, on peut en plus s'appuyer sur des technologies modernes. L'IA est là maintenant. On peut usurper des numéros de téléphone. On l'a vu dans le mail d'avant, qui donnait un numéro de téléphone que vous pouviez appeler si vous voulez, pour rendre la menace encore plus crédible. Et à partir de là, on peut se rendre quasiment anonyme. D'accord? Donc voilà, c'est le mode opératoire. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer de l'autre côté. Je vais vous montrer avec un petit outil assez simple comment font les hackers pour faire de la mise en place de phishing. D'accord? Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle Zphisher. C'est un outil qui permet tout simplement de cloner des pages de connexion de sites sur lesquels vous avez l'habitude de vous rendre. Je vais vous montrer comment ça marche. On va charger le programme dans un terminal de commande. Voilà. Ici, il est en train de charger. Alors, je vais vous le lancer. Voilà, il est en train de se lancer. Et là, il est lancé. Alors, c'est tout bête, vous voyez. Et là, il vous dit sélectionnez une attaque pour votre victime. Et je peux choisir Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Snapchat, LinkedIn, Dropbox, n'importe quoi. Alors, on va prendre quelque chose que vous connaissez. Par exemple, on va prendre, tiens, aujourd'hui, je vais faire une attaque en me faisant passer pour Instagram. Donc, j'ai sélectionné Instagram. Ensuite, je lui dis, il me propose plusieurs options. Alors, je vais lui dire, oui, je veux la page traditionnelle, tiens. Génère-moi le lien. Alors, il demande des options particulières, il n'y a pas besoin. Voilà, il m'a généré la page, instantanément ou quasi. L'outil vient de me générer une fausse page Instagram dont je vais pouvoir me servir après dans un lien que je vais mettre dans un mail et que je vais vous envoyer. Et vous allez rentrer ici, bien évidemment, vos données personnelles. Et à partir de là, j'ai accès à votre compte et je peux commencer à faire ce que je veux. Vous voyez bien en haut, quand on regarde dans la page, on n'est pas du tout sur la page d'Instagram. D'accord? On a généré quasiment instantanément une fausse page pour ensuite pouvoir piéger nos victimes. Donc, voilà un petit peu le type d'outils dont on peut se servir. Donc, derrière, on continue. On va fabriquer d'autres pages pour que vous puissiez continuer la démarche.
Mais on est vraiment sur des techniques qui sont de plus en plus avancées. Et là, je vous présente un petit outil qui est très simple à utiliser. Croyez-moi qu'il y a des choses qui sont parfois beaucoup plus évoluées. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très méfiant et toujours se méfier avant d'aller plus loin. Donc, à votre avis, par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, quel est le meilleur moyen de se protéger? Existe-t-il un outil? Est-ce qu'il vaut mieux regarder ses mails sur son téléphone ou sur un ordinateur? Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps parce que malheureusement, le produit miracle, il n'y en a pas. Voilà. Le meilleur moyen de défense face aux attaques de spear phishing, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour, et il faut le faire assez régulièrement, prendre un petit peu le pouls de ce qui peut se passer sur Internet, des différentes attaques, des différents outils qui peuvent être utilisés, et ensuite avoir toujours en tête des points de vigilance. Donc, on l'a vu, l'urgence, la menace, les horaires. Vraiment, ça, c'est vraiment des points qui vont vous permettre de les détecter et de ne pas se faire avoir, ou au moins plus difficilement. Voilà, il faut une couche de protection humaine. D'accord? Vous pouvez avoir des pare-feux, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas vigilant sur les mails que vous traitez, et ben c'est là où on va se faire avoir. Alors, la vigilance, c'est bien. Donc, dans la mesure du possible, à vos salariés, parce que tout le monde est concerné, hein, on propose des formations de sensibilisation à la sécurité, donc à tous les employés, parce que toutes les personnes qui utilisent des ordinateurs sont susceptibles d'ouvrir des mails et donc sont susceptibles de mettre en danger, bien évidemment, la société. Donc, c'est pas seulement les équipes informatiques. Tout le monde doit acquérir certaines compétences. Ça peut être suivre des réunions d'information comme on fait aujourd'hui, ou suivre des modules de formation. Donc, en termes de formation, par exemple, on a un partenaire Milange, formations qui sont c'est une formation de 2 fois 3 heures en visio, d'accord, un professionnel donc, de la cybersécurité. On va aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Bien évidemment, aujourd'hui, on va un petit peu survoler tout ça, mais qui va vous donner des solutions vraiment très concrètes. On va aller dans la gestion des mots de passe. Enfin, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et c'est pris en charge. Et vous ne faites pas d'avance de frais. Vous vous connectez sur le site Midrange Group. Je vous redonnerai le lien, bien évidemment, un petit peu plus tard. Et des documents. Et derrière, évidemment, dans la foulée, ils vont vous recontacter, ils vont vous proposer des dates. Et vous suivez ces modules, vous mettez même à plusieurs derrière l'ordinateur. Et puis voilà. Hein, l'objectif, c'est vraiment d'instaurer une culture de la sécurité. Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Comment je garde une vigilance accrue? Voilà, il y a des outils, il y a des moyens qui existent aujourd'hui. Vraiment, c'est très important parce que les techniques, elles évoluent, parce que les attaques sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus sophistiquées. Donc, on prend des points régulièrement quand il y a des nouvelles attaques ou des nouveaux process qui sont mis en place. Mais c'est important voilà, d'avoir cette culture de la sécurité. Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a une infinité de scénarios, d'accord ils sont tous conçus dans l'objectif de vous faire tomber dans le panneau. Donc, quelque chose qui est très important, si vous tombez dans le panneau, si vous vous êtes fait hacker, il ne faut pas culpabiliser, en fait. Il faut en parler parce que ça arrive à plein de monde, ça arrive bien évidemment, vous l'avez vu, aux plus grosses entreprises, ça arrive à tout le monde parce que euh, on est des cibles à titre professionnel, à titre personnel. Il y a des passerelles bien évidemment qui existent parce qu'on utilise les mêmes mots de passe, etc. Et quand le hacker, il a des données, il va vouloir les exploiter. Donc, et ça, c'est valable sur toutes les plateformes. Hein. C'est pas que les mails. Là, on a vu des mails, mais bien évidemment, vous avez des tentatives, vous les recevez sur WhatsApp, sur Telegram, via les SMS, etc., etc. C'est pas limité les arnaques au seul outil de l'ordinateur. Donc, il y a des risques sur smartphone. Donc, on fait très attention. Et on a les bons réflexes. Donc, les bons réflexes, le premier, déjà, c'est, voilà, vous respirez. Vous recevez un mail, vous sentez qu'il y a un peu de menace, de l'urgence, ou vous faites l'affaire, ou etc. Je fais un pas en arrière. Je ne me laisse pas aspirer par le ressort. Je ne réponds pas tout de suite à la demande. D'accord? Dans ces cas-là, n'oubliez pas, l'urgent n'est pas urgent. C'est pas parce qu'il y a écrit urgent dans le mail qu'il faut le traiter urgemment. Non, on regarde d'abord, et puis derrière, on essaye de vérifier. On ne clique pas sur les liens, d'accord? Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, on passe la souris par-dessus pour vérifier que le lien qui nous est présenté correspond bien au lien qui est derrière.
Si l'arnaque, elle est par téléphone, eh ben, on raccroche. D'accord? Si vous sentez que vous êtes victime d'une arnaque au téléphone, que le conseiller bancaire n'est pas votre conseiller bancaire, bah, pas de problème, hein, hop, on raccroche d'un coup. Et puis on rappellera derrière en utilisant bien sûr un autre formulaire de contact. On ne rappelle pas le numéro qui était avec lequel il vous a appelé. Et puis la règle, alors c'est ne communiquer jamais d'informations sensibles par messagerie ou téléphone. Alors plus les grandes entreprises elles se font hacker, type Free, boulanger, voilà. Plus on reçoit des mails où ils vous disent on ne vous demandera jamais d'informations sensibles par mail, etc. Donc bien évidemment, si on vous les demande, vous ne les donnez pas. Et par téléphone, encore moins. Et si j'ai déjà cliqué sur le lien, parce que ça peut arriver, on a commencé et puis on se rend compte, et d'un coup on dit ah, non, je suis peut-être en train de faire une bêtise. Alors bah, déjà, ça peut arriver. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, il faut pas en avoir honte. On peut tout te faire avoir. Voilà, c'est les impôts, c'est un fournisseur, c'est un client, c'est X ou Y. On en parle. Vous soyez collaborateur ou chef d'entreprise, on reste pas seul face à cette situation. Aïe, aïe, aïe. J'ai commencé à remplir, voire j'ai rempli, voilà. Et ben, ça arrive. Alors, si vous avez rempli intégralement et que vous avez envoyé, par exemple, un formulaire, bah, vous le dites. Et puis, bah, les comptes incriminés, vous essayez de bien les identifier, vous posez 5 minutes. Alors, c'est quoi? C'est un compte perso, c'est un compte pro, c'est que le compte des impôts, etc. Bah, c'est pas grave. On va changer les mots de passe. On coupe directement l'accès. Et puis derrière, éventuellement, bah, vous allez faire appel à un professionnel du secteur. Alors, soit si vous avez dans votre entourage un professionnel de la cybersécurité, ou vous voyez avec votre responsable informatique, celui qui s'occupe de l'informatique chez vous, si vous traitez, vous lui expliquez le problème, et puis éventuellement, on peut mettre des solutions derrière pour accompagner. On conserve les preuves, on conserve le mail, on essaie avec le lien, bien évidemment, en particulier, on peut prendre des photos. Comme ça, si derrière, quelques mois après, parce que vous avez vu que c'est 90 jours hein, quand on voit par rapport à l'attaque, et ben, on pourra peut-être remonter et savoir que ça venait d'ici. Et ça peut éviter aussi à d'autres entreprises derrière de se faire piéger. Alors, pour un petit peu notre vigilance ou notre sécurité. Alors, je vais vous montrer quelques petits outils. Alors, ça, c'est tout bête. Filigrane, vous ajoutez un filigrane à n'importe quel document. Par exemple, vous devez envoyer un RIB à vos clients et pour éviter que votre RIB se balade dans la nature et que derrière, il réserve à de multiples personnes, bah, vous pouvez tout simplement en fait rajouter un filigrane. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, je prends ce RIB et je dis que c'est pour M. Chandier et pour le paiement de ses véhicules et il est utilisable que aujourd'hui. J'ajoute le filigrane, le petit outil mouline. Alors, elle pas très longtemps. Elle me fait mentir. Bon, bah, l'éclat ne veut pas marcher. On y reviendra un petit peu après. On regardera ce qu'il en est sorti. Ça rajoute une couche de sécurité. C'est pas la panacée, mais tout simplement, vous sécurisez l'envoi de vos données d'une façon un peu. Il a fuité. Ça peut servir. Alors, celui-là, Have I been found? Donc, en anglais, est-ce que je me suis fait avoir? Donc, celui-là, c'est un site de référence où vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail pour vérifier si votre adresse mail et votre mot de passe ont fuité et sont disponibles sur le dark web. Donc, je vais utiliser par exemple une adresse de Mobiliance pour vérifier. Je vérifie. Bonne nouvelle, Mobiliance ne s'est pas fait avoir. Cette adresse mail et son mot de passe ne sont pas disponibles sur le dark web. OK? On va vérifier avec notre adresse. Julien, on a une question aussi. Oui. Alors. Ouais. Bonjour Mélanie, bonjour Julien. Bonjour. Qu'est-ce que je suis désolée, j'ai pas compris l'intérêt du filigrane. Je vais vous montrer. Alors, on va regarder ici. Télécharger le personnalité des envois de documents et ça évite, ça trace en fait l'origine. Et je dis ça notamment si vous devez mettre en place une procédure en cas d'usurpation d'identité, ce qui arrive souvent, les pirates se font passer par vous et envoient des mails
avec leur RIB pour se faire payer des acomptes ou des avances. Si vous mettez en place une procédure comme ça, vous pouvez authentifier que c'est bien vous qui l'envoyez et non pas un pirate, d'accord? Vous rajoutez un message personnalisé et vous ensuite avec un contre-appel, vous pouvez D'accord. voir avec Alors, les si je reformule, ça sécurise pour la personne à qui j'envoie le document, mais ça sécurise pas le document. Non, ça sécurise pas le document. On rajoute une couche Ça de n'empêche protection. pas qu'une personne malveillante utilise le RIB. Ah non, ça n'empêchera pas qu'une personne malveillante utilise le RIB. Ok. On limite en fait la surface d'exposition et on limite la diffusion de ce genre d'infos. Ok, ça marche, j'ai compris, merci. J'aimerais juste rebondir du coup sur la question de Caroline. Est-ce qu'il n'y a pas des sites qui permettent de retirer ces filigrammes? On peut toujours. C'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est pas la panacée, ça rajoute une couche de protection. On peut, mais même avec Microsoft ou avec Kent, on peut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la foule de données qui sont disponibles, si vous voulez, pour les hackers, le hacker, il va pas prendre une demi-heure pour enlever ça. D'accord, oui. Il va passer une autre cible. Le but, c'est toujours de rajouter des petites couches supplémentaires qui rendent plus compliqué le piratage. D'accord? C'est pas une mesure phare qui d'un coup va tout bloquer, alors non, encore moins filigrane, mais ça permet simplement de mettre en place des process et de complexifier un petit peu derrière le niveau d'attaque que le hacker va mettre en place pour pouvoir le faire. Okay, alors, je reviens, pardon, sur ce site. Donc, est-ce que je me suis fait avoir? Donc, j'ai rentré l'adresse de cette personne et là, ça s'affiche en rouge et ça me dit, ah là là, ah bah oui, effectivement, le mail et donc le mot de passe apparaît dans 4 bases de données qui ont été hackées. Donc, on a Adobe en 2013, par exemple, Deezer en 2022, Twitter et puis Boulanger en 2024. D'accord? Donc là, ça vous donne une indication. Si vous voyez que votre mail pro ou perso apparaît en rouge à plus ou moins grande échelle, hein, il y a des gens, ils apparaissent 50 fois dans les bases de données, ça veut dire qu'il est temps de changer votre mot de passe. OK? Donc, ne paniquez pas si vous le faites. Et je vous enverrai le lien aussi. Comme il a fait, c'est parfait. Voilà. Quand vous allez le faire, si c'est en rouge, ne paniquez pas. Ça veut dire que votre adresse et votre mot de passe sont visibles dans des bases de données. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes fait pirater. Et quand vous le referez dans 6 mois, il apparaîtra toujours en rouge. Ce qu'il faudra regarder dans 6 mois, c'est si, entre le moment où vous l'avez fait et maintenant, il y a eu une nouvelle attaque, une nouvelle cyberattaque sur une base de données qui serait susceptible d'abriter votre nouveau mot de passe. D'accord? Donc, voilà, ça c'est tout bête. Mais alors, c'est redoutablement efficace. Je vérifie à un instant T si mes données sont sécurisées ou pas. D'accord? Là, par exemple, donc cette personne se dit bon, mes données de 2013, de toute façon, je les avais changées déjà avant. Par contre, mon compte Boulanger avec lequel j'ai créé, eh ben, lui, il a été hacké. Si j'ai utilisé le même mot de passe pour Boulanger que pour tout le reste, voilà, il va falloir que je change un petit peu de partout. C'est pour ça qu'on dit aussi faites des mots de passe à usage unique. Si le hacker utilise que le mot de passe est chez Boulanger, il n'y aura pas très. Par contre, si c'est le même mot de passe à votre boîte mail Gmail, là, il a accès à tout. Et derrière, il va pouvoir tout changer ou tout verrouiller. OK? Donc, ça, c'était avec une petit lien très simple. Cybergroove, les bonnes pratiques. Donc, bien évidemment, on a des organismes, on va en parler un petit peu plus tard, qui mettent en place un certain nombre de documents, de conseils pour vous permettre d'avoir les bons réflexes. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à aller sur votre base de données pour vous servir de ce genre de petites choses. Alors, je vais vous mettre justement, je vous mettrai des documents dans le lien de conversation. Et puis Midrange, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, donc si vous voulez suivre cette formation qui, encore une fois, ne vous coûtera rien, ni aucune avance de frais, et qui vous aidera à mieux appréhender encore plus le monde de la cyber, voilà, vous n'hésitez pas. Vous vous connectez, ça va vous demander votre numéro de tirette, vous allez remplir 3 questions, et puis directement, ils vont vous rappeler. Okay. Donc, comme je vous l'ai dit
tout à l'heure, malheureusement, les tentatives d'escroquerie ont lieu sur les mails, mais pas que. Et il y a un outil qu'on utilise en permanence qui est tout le temps avec nous, c'est le smartphone. Donc, c'est devenu là aussi une véritable plateforme, une nouvelle surface d'attaque où on peut démultiplier. Donc, avant, on vous attaquait par les mails, puis après avec les SMS, puis maintenant avec les différentes plateformes, et puis sur les différentes applis. Donc, il y a des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et c'est important de savoir, par exemple, qu'en ce moment, il y a une menace qui est assez sophistiquée, qui fait pas mal de dégâts. C'est le SIM swapping. Donc ça, c'est une technique de fraude. Donc, un attaquant, en fait, va transférer le numéro de téléphone d'une victime sur une nouvelle carte SIM. En fait, il va appeler votre opérateur téléphonique en se faisant passer par vous. Il va demander une nouvelle carte SIM qu'il va faire envoyer à une nouvelle adresse ou une boîte postale. Et puis, à la réception de la carte SIM, il va pouvoir contourner ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Donc, vous savez, par exemple, quand vous vous connectez à votre banque, vous rentrez un mot de passe et puis derrière, ça vous envoie un mail de confirmation ou alors il faut se connecter sur l'application. Lui, maintenant qu'il a la carte SIM, une fois qu'il l'a reçue, dans la nuit, il va pouvoir contourner tout ce protocole de sécurité de double authentification, simplement parce qu'il aura aussi piraté votre téléphone. D'accord Donc, alors, c'est une attaque qui est très sophistiquée. On pourrait parler même de whaling, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le phishing, c'est-à-dire que là, on va cibler, par exemple, des personnes très précisément, d'accord, parce qu'on sait qu'ils ont des données qui sont très importantes et on a vraiment envie de pouvoir avoir accès à tout, y compris au compte bancaire. Mais voilà, c'est des attaques qui n'existaient pas il y a encore quelques mois et qui existent maintenant parce que le hacker, il essaye en permanence de contourner les nouvelles opérations de cybersécurité, de protection qui sont mises en place. Donc, on avait mis en place la double authentification, c'est-à-dire sur deux machines différentes ou sur deux canaux différents, SMS, email et site internet. On a dit pendant des mois, on a dit non, mais c'est bon, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, impossible à contourner. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est possible, d'accord? Et alors, pour les grosses organisations, c'est encore plus possible, c'est que quand vous recevez des SMS de confirmation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de messageries comme WhatsApp ou autres qui sont chiffrées, les SMS, ils sont lus en clair. Si on intercepte les signaux, on peut aussi lire les textos. Là, on est vraiment sur de la cybercriminalité très haut niveau. Mais par contre, le SIM swapping, voilà, ça reste une technique évoluée, mais ça reste une technique qui peut vous toucher. Donc, il faut bien sûr être au courant que ça peut exister. Donc, si le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez que vous avez plein de mails et que vous avez des changements de code, c'est que ça vient de vous arriver. Donc là, on appelle tout de suite la banque, on appelle tout de suite son opérateur, on fait tout bloquer et on recommande bien évidemment une nouvelle carte SIM. Alors, les opérateurs vont mettre en place bien évidemment des procédures pour pouvoir contourner ce type d'attaque. Mais voilà, l'attaque systématiquement, elle s'adapte aux nouvelles mesures qui seront mises en place. C'est pour ça que on est là et qu'on vous tient aussi régulièrement informé de ce genre de nouvelles menaces. Alors, quand j'utilise du Wi-Fi avec mon téléphone, j'évite les connexions non sécurisées, bien évidemment. Donc, les Wi-Fi publics, on évite, surtout s'ils ne sont pas protégés par des mots de passe. Vous pouvez arriver à connecter directement, mais c'est que la communication, elle n'est pas sécurisée, d'accord? Donc, il faut impérativement qu'au moment où vous vous connectez, ça vous ouvre une page où ça vous demande de créer un compte et de mettre un mot de passe. Donc, voilà, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les clés de protection. Et puis, sinon, je peux utiliser des outils comme le VPN, donc Virtual Private Network. Donc, c'est un tunnel d'anonymisation, on va dire, voilà, tout ce qui va passer à l'intérieur de ce tunnel est chiffré. Et donc, l'attaquant, même s'il a accès Wi-Fi, il capte vos données, il ne pourra pas les décrypter parce qu'elles seront chiffrées. Donc, ça, c'est des outils qui sont très importants. On a bien évidemment des grands noms de la cyber qui font ça depuis des années, on va vous les donner après, pour utiliser les bonnes applis. Quand vous allez sur un site web avec votre téléphone, surtout en Wi-Fi public, donc pareil, on s'assure que les sites utilisent HTTPS. D'accord? Et donc, on revient à notre petit questionnaire. Si un site affiche un cadenas dans la barre d'adresse, cela signifie que
Donc, on avait le site est sécurisé et fiable, les données échangées sont chiffrées. Il s'agit bien du site officiel de l'entreprise où on peut y rentrer ses informations bancaires. Et c'était effectivement, les données échangées sont chiffrées. Voilà, on pense souvent que ça veut dire que le site est sécurisé. Non, non, en tant que hacker, on peut monter des sites en HTTPS et monter une escroquerie. Ça ne veut pas dire que c'est fiable. Ça veut simplement dire qu'entre votre ordinateur et le serveur, les données échangées sont chiffrées. OK? Et quelle est la méthode la plus sûre pour installer une application puisqu'on est dans les smartphones? Donc, on avait téléchargé uniquement depuis le Google ou l'App Store, lire les avis d'utilisateurs, vérifier les permissions ou la force est avec moi, mais vous n'êtes pas des Jedi manifestement. Et donc, la bonne réponse, c'était je vérifie les permissions demandées par l'application. Alors oui, bien sûr qu'on télécharge uniquement depuis le Google Store ou l'App Store, bien évidemment. Mais il arrive parfois que des applications malveillantes arrivent à franchir les protocoles de sécurité, parce que c'est le but du hacker, c'est de toujours aller plus loin que les protocoles de sécurité qui sont en place. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des applis malveillantes, surtout aujourd'hui avec la multiplication du nombre d'applications liées à l'IA, etc. Voilà, on arrive à avoir des choses qui sont quand même parfois douteuses. Et il y a eu un exemple d'ailleurs en Allemagne il n'y a pas très longtemps où une appli a fait des milliers de victimes comme ça parce qu'ils ont récupéré tout un tas de données personnelles. Donc avant d'aller télécharger l'application, on peut regarder dans la sécurité ou au moment du téléchargement et on regarde ce qu'ils nous demandent. Il y a des applications qui vous demandent des fois par défaut d'avoir accès à vos contacts, à vos photos, à vos vidéos, des applications de jeu et ça n'a aucun intérêt qu'ils aient accès à ce genre d'informations, d'accord? Alors ils peuvent le faire à des fins publicitaires, sauf que si eux, ils se font hacker, eux, ils ont vos données. Et c'est comme ça qu'après, ces données se retrouvent sur le dark web. Et c'est comme ça que même si vous avez été vigilant, eh ben, vous pouvez quand même avoir une adresse avec des mots de passe qui se retrouvent dans la nature et qui peuvent être derrière utilisés. Donc, pour utiliser des gestionnaires de mots de passe, on a ProtonPass ou KeePass ou Android, d'accord? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des mots de passe parce que c'est un sujet qui est un peu plus long, un peu plus complexe. C'est là où une formation, c'est important pour bien savoir, pour bien connaître la gestion des mots de passe. Je vais juste vous dire une phrase, voilà, si vous pouvez vous en souvenir, c'est pas mal. En gros, un mot de passe, c'est un petit peu comme ces sous-vêtements. On les montre pas, on les prête pas et on les change régulièrement. Si vous devez vous souvenir d'une seule chose sur les mots de passe, ça peut être ça. On a parlé de VPN tout à l'heure. Donc, pareil, NordVPN et ProtonVPN, ce sont des solutions qui sont efficaces, qui sont connues et qui peuvent s'avérer utiles si on se déplace beaucoup, si on utilise des Wi-Fi et qu'on ne veut pas s'assurer s'ils sont clean ou pas. D'accord? Si on voyage aussi Wi-Fi Map, c'est une application qui va recenser toutes les zones Wi-Fi avec les mots de passe. Donc, comme ça, vous avez les mots de passe, vous pouvez vous connecter, c'est pas mal. Et puis sur cybermalveillance.gouv, vous allez retrouver les bonnes pratiques pour l'utilisation des appareils mobiles, d'accord? Parce que là, voilà, on a évoqué quelques grandes informations, mais on peut aller un petit peu plus loin. Néanmoins, voilà, ils font des bonnes fiches pratiques. Je vais les passer dans quelques minutes. Il y a l'onglet conversation. On a fait attention. On s'est dit qu'on n'avait pas cliqué sur les mails, ou alors on ne se souvient plus d'avoir rempli un formulaire. On sait que tout allait bien. Et puis un lundi matin, on ouvre l'ordinateur et on a ça sur l'écran. Et puis on tapote sur le clavier. Et puis il ne se passe rien. On bouge la souris, il ne se passe rien. Voilà, vous êtes en plein dans l'attaque par rançongiciel, donc le ransomware. Donc un pirate a pris possession de vos données et les a chiffrées. D'accord? Donc il n'y avait plus accès. Elles sont chiffrées dans un coin et vous n'avez pas la clé de déchiffrement. Donc, si vous ne payez pas, ils ne donneront plus accès à vos données, ils vont les écraser. Ou alors ils vont les revendre sur le dark web. Ou les deux. Donc là, c'est un petit peu la pire des situations et c'est malheureusement une situation qui s'intensifie depuis 18 mois. D'accord? Là où avant, justement, les attaques par rançon concernaient les grosses entreprises, maintenant, l'année dernière, ça a été une explosion au niveau des PME parce que bien souvent, pas assez protégés, pas assez sensibilisés et donc des attaques qui sont beaucoup plus faciles
Et même si les montants demandés sont moindres, et ben on reste quand même sur des attaques très efficaces. Une auto-école, ils lui ont demandé 80 000 euros. D'accord. Mais 8 ans, je crois, d'archives, de documentation, de comptabilité, de fiches de paye, etc. Donc, quand on se retrouve face à ça, c'est là où malheureusement on rigole moins. Comme disait, j'ai plus son nom, directeur du FBI en 2012, il existe deux types d'entreprises. Celles qui se sont fait pirater et celles qui vont l'être. Voilà, c'est un constat très avant-gardiste, mais malheureusement sans concession. Et c'est de se dire, bon, alors si demain je me fais rançonner, est-ce que je suis préparé? Bon, on va essayer de voir un petit peu ensemble comment ça peut se passer dans ces cas-là. Donc, le ransomware, donc, ou rançongiciel en français, donc c'est un logiciel malveillant qui vous bloque l'accès, ce que j'ai dit, et derrière on vous demande une rançon. Donc, on va voir comment on doit réagir lorsqu'une attaque se produit. La première des choses à faire, voilà, je vous l'ai mis en gros, il essaye de s'enfuir, mais il ne partira pas, vous n'éteignez pas les ordinateurs. Dans la panique, c'est parfois le réflexe qu'on veut avoir. Voilà, on est dans le déni ou on est dans la surprise, tac, je vais appuyer sur le bouton, je vais l'éteindre, je vais le redémarrer, ça va bien se passer. Non, surtout, alors vous n'éteignez pas l'ordinateur, là, c'est perdu. D'accord? Vous déconnectez tout de suite les supports de sauvegarde pour essayer de les isoler, si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, souvent, ce qui se passe, c'est que le vendredi, on fait la sauvegarde, parfois sur un disque dur externe, en fonction de la taille de votre entreprise. Et puis, ça prend un peu de temps, et puis, il faut qu'on parte, etc. Et on lâche le disque. Aïe, 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 non, surtout pas. Vous attendez 5 minutes, vous débranchez le disque de sauvegarde, parce que généralement, l'attaque, elle va avoir lieu le week-end. C'est pour ça que vous avez dit le lundi matin, on arrive et on trouve l'écran. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si ce n'est pas déjà fait, si vous voyez que sur votre ordinateur, voilà, vous avez un écran de rançon qui s'affiche, vous allez tout de suite déconnecter le serveur de sauvegarde, le support de sauvegarde, bref, tout ce qui va être connecté maintenant au réseau est potentiellement en danger. Et donc, il faut aller le déconnecter. Vous déconnectez toute votre infrastructure d'Internet. Si vous avez une box, bah, vous allez débrancher la box. D'accord? Voilà, vous déconnectez la fibre. Déjà, dans un premier temps, ce que ça va faire, bah, ça va couper l'accès au hacker. Voilà. Si vous lui coupez l'accès Internet, il n'a plus accès. D'accord? Et vous pouvez gagner un peu de temps. Et puis derrière, bah, comme j'ai plus d'outils informatiques, bah, je vais démarrer un registre papier. D'accord? Donc, je prends un papier vierge, une main courante, et puis je vais commencer à noter toutes les informations. D'accord? L'heure à laquelle j'ai découvert, éventuellement le lien qui me donne pour aller payer la rançon. Donc, c'est souvent avec de la monnaie type Bitcoin, hein, donc avec des liens particuliers. On fait des captures d'écran avec son téléphone. On vérifie qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté au Wi-Fi de l'entreprise, sinon on le déconnecte. Ça peut être bien aussi. On conserve les messages qui pourraient être à l'origine de l'attaque si sur un autre PC qui n'est pas encore infecté et qu'on a préalablement déconnecté et pas débranché. On essaye de retrouver peut-être le mail. Ah oui, tiens, mais je me souviens la semaine dernière. Ah, mais j'en ai parlé, j'étais sûr. Bah voilà, c'est ça. Et donc, on va aller voir et répondre à une petite question dont on avait la réponse. Alors, bah, justement, par bon mot de passe, pardon, à votre avis, combien de temps faut-il pour craquer le mot de passe de gens? Vous avez tous été super optimistes. 70%. Bon, alors il faut quelques heures quand même, parce que on a différents caractères alphanumériques et puis on a ça, d'accord, qui va un petit peu complexifier, mais même quelques heures, c'est rien, d'accord. Le hacker, pendant ce temps, il lance son outil pour essayer de casser votre mot de passe. Il attend de faire plein d'autres choses et en quelques heures, c'est réglé, voire le lendemain quand il se réveille. Donc, quelle est la meilleure solution pour votre ordinateur? Je vous félicite, on déconnecte immédiatement, d'accord? Parce qu'on ne pourra pas lancer un antivirus pour supprimer le ransomware. Parce que l'antivirus, déjà, il ne l'a pas détecté à l'entrée et là maintenant, c'est trop tard. Lui aussi, il est chiffré. Et voilà, et donc on ne redémarre pas l'ordinateur en mode anti-échec. Donc, on ne le débranche pas, on ne l'éteint pas. Juste, on se déconnecte d'Internet et du réseau. Félicitations. Cette question, c'est parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il va falloir gérer la crise. Alors, pareil, ça peut faire l'objet
l'objet, bien évidemment, d'un webinaire spécialisé pour savoir comment gérer la crise pendant une attaque. On voit les grandes lignes aujourd'hui, mais un aspect important pendant la crise, en fait, c'est de penser aux collaborateurs. Alors, à deux niveaux. Le premier, donc, je vous l'ai mis parce que pour eux aussi, ça peut générer de l'anxiété, notamment si vous êtes une entreprise un petit peu plus grande et qui voit l'infrastructure bloquée, une entreprise totalement paralysée, où ils savent plus ce qu'ils doivent faire, ils savent pas si demain ils doivent revenir, ils savent pas s'ils vont garder leur boulot, etc. Bref, voire parfois il y a un compte à rebours qui tourne sur l'écran avant le paiement d'un rançon. Ça génère de l'anxiété. Il faut aussi parler avec eux, dire ce qu'on va faire, leur demander de rester calme, de voir s'ils peuvent faire d'autres choses, etc. Et puis aussi pour pouvoir gérer la communication interne et externe. Encore une fois, voilà, on a tout ça dans la poche et sur les réseaux sociaux, ah bah tiens, regardez, je vais prendre une photo, je vais le montrer à mes copains, etc. Non, donc voilà, on fait très attention, on est vigilant aussi parce que ça va créer de l'angoisse à l'extérieur, ça va créer de la panique chez les clients, ça peut créer de la panique chez les fournisseurs. Une communication mal maîtrisée, c'est l'assurance de problèmes en plus. Si vous êtes pendant une attaque de ransomware, vous avez déjà beaucoup de problèmes. Donc, assurez-vous avec vos collaborateurs qui ne communiquent pas vers l'extérieur, à qui que ce soit, le temps que vous puissiez gérer le plus gros de la crise. Parce que, bien évidemment, il faudra pouvoir communiquer. Alors, et ben comme pour d'autres problèmes, si votre maison brûle, si votre garage brûle, on appelle les pompiers. Si on a une cyberattaque, on va pouvoir appeler des responsables de cybersécurité étatique. Donc, pour les petites entreprises, on a le 17 cyber. C'est un outil en ligne, c'est un paradoxe, mais c'est là où c'est utile d'avoir un smartphone, c'est que vous allez pouvoir faire une déclaration et ils vont très vite revenir vers vous, en fonction bien évidemment de la gravité, mais ils sont assez réactifs. Et puis si vous êtes un petit peu plus gros, PME ou ETI, on a ce qu'on appelle les CIRT, donc qui est un acronyme pour Computer Incident Response Team. Donc ils ont des équipes dédiées. On verra à la fin, je vous donnerai le lien pour le CIRT d'Île-de-France. Mais vous avez des numéros, vous pouvez les appeler et ils vont pouvoir vous aider là aussi à prendre des premières mesures et à vous accompagner. Il ne faut pas rester seul face à un problème. Donc, on a le réflexe du quand la maison brûle. Et là, on a le réflexe du cyber. Quand on a une attaque cyber, voilà, c'est un peu les pompiers de la cybersécurité. Donc, c'est les premiers qu'il faut appeler avec son prestataire informatique, bien évidemment. Si on veut avoir quelques données pour se préparer, d'accord, les bons réflexes, c'est donc de s'assurer qu'on a un système de sauvegarde efficace, d'accord. Est-ce qu'on se pose la question, si demain mes postes sont verrouillés, est-ce qu'avec ma sauvegarde, je vais pouvoir redémarrer, comment dire, en mode dégradé, est-ce que je vais pouvoir bien reprendre rapidement ma compta? Est-ce que mes fiches de paye, c'est moi qui m'en occupe? Est-ce que je peux continuer à assurer le bon fonctionnement de ce service en moins de 48 heures? Voilà, parce que si on est en fin de mois, par exemple, ça peut être très compliqué. Bref, donc on s'assure qu'on a un système de sauvegarde qui est efficace et qui correspond à la taille de son entreprise. D'accord, si j'ai une entreprise de 60 personnes, on est d'accord que le petit disque dur, c'est pas suffisant. C'est bien sur certains postes, mais clairement, là, il faut repenser sa sauvegarde. On sensibilise les collaborateurs au risque cyber, on en a parlé tout à l'heure, d'accord. Les premiers utilisateurs, c'est les collaborateurs. Donc, il faut qu'ils soient eux aussi sensibilisés. C'est pas le panache des responsables d'informatique. Et à minima, on crée un document récapitulatif des actions à mener en cas d'attaque. Nous, à Mobiliance, on en a. Voilà, c'est des documents alertés, collaborateurs, conduite à apporter. Et donc, bien évidemment, ces documents, une fois qu'on les a faits, on les imprime, parce que c'est pas le jour de la catastrophe qu'on pourra le faire, et on les met dans un tiroir, on les met dans une pochette, comme tous les documents qu'on va vous donner, et comme ça, la pochette, on l'appelle en cas de pépin cyber, et puis en cas de pépin cyber, j'ouvre, et j'ai déjà quelques procédures qui sont mises en place, je sais qui je dois appeler, je sais vers qui me tourner, j'ai les premiers réflexes, voilà, ça va sécuriser, ça évite un petit peu la panique et l'angoisse, d'accord? Des petits documents, c'est toujours bon à prendre. Si vraiment on veut muscler sa défense, on va faire ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Alors, on avait
pour les risques en entreprise de document unique, le PCA, ça va être un petit peu la même chose, mais là, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de catastrophe. Donc, pour les PME, ça devient intéressant. C'est un ensemble de mesures et de procédures. Donc, pour aider à se maintenir ou à rétablir ses activités en cas d'incident majeur. Donc là, nous, on parle de cyberattaque, mais le plan de continuité d'activité, il peut servir en cas de panne majeure, en cas de catastrophe naturelle, d'inondation, une tornade. On voit que voilà, il y a d'autres phénomènes qui se passent. Il y a eu pas mal d'inondations. Dans le sud aussi, de temps en temps, ça arrive. S'il y a un épisode, c'est pas les entreprises qui sont lourdement impactées. Quand on a un plan de continuité d'activité, on a essayé au préalable de noter les différences en cas de la cyberattaque est malheureusement un scénario commun aujourd'hui à toutes les entreprises, à toutes les branches d'activité. Peut-être aujourd'hui avec nous, on a des agents, on a des carrossiers, on a des auto-écoles. Vous êtes tous concernés exactement de la même façon. Donc il faut bien prendre en compte ce risque parce qu'aujourd'hui, c'est le risque principal de l'entreprise. Hein. D'accord ? Donc avec ça, on essaye de réduire au maximum l'impact des crises. On a sur une reprise un peu plus rapide des opérations parce que si on n'a rien prévu, on ne sait pas qui il faut appeler. Et puis, le temps de trouver les bons interlocuteurs, on va perdre 2 ou 3 jours. Et puis, le temps que les bons interlocuteurs ils interviennent, on va perdre 3 jours, etc. Bref. Et puis, c'est un réglementaire très strict par rapport à certaines normes qui nous sont imposées de clients ou des choses comme ça. On garantit quand même une conformité réglementaire. Donc là, voilà, on est sur des structures un peu plus grosses. Si on est plus petit, si on ne peut pas faire ça parce que un plan de continuité d'activité, c'est conséquent, mais qu'on a envie de s'intéresser quand même à sa cybersécurité et de savoir un peu où on en est, l'ANSSI a mis en place une démarche d'accompagnement qui s'appelle Mon Aide Cyber. Donc, Mon Aide Cyber, c'est quoi ? C'est vous allez sur le site et ça va faire appel à des bénévoles de la cybersécurité qui vont venir chez vous faire un diagnostic. D'accord ? Un diagnostic, c'est-à-dire, je vous dis en temps réel, à travers un certain nombre de questions, où vous en êtes de votre maturité cyber. D'accord ? Et à partir de là, ça va vous donner des préconisations et des choses que vous pouvez bien évidemment améliorer au fil du temps. Et donc, en règle générale, c'est 6 mesures prioritaires à mettre en place dans les 6 prochains mois. Voilà. C'est un diagnostic qui va vous permettre de savoir où vous en êtes à un instant T, une photographie de votre maturité cyber et de vous donner des orientations pour pouvoir vous améliorer, s'améliorer dans la gestion des mots de passe, s'améliorer dans la gestion du pare-feu, s'améliorer dans la gestion des collaborateurs, etc. D'accord ? Ça, c'est des choses qui sont gratuites, qui s'appuient sur des communautés sur tout le territoire. Donc ça couvre bien évidemment toute l'île de France, avec l'île de France aujourd'hui, mais c'est valable ailleurs. Si jamais vous aviez des sites ailleurs, vous pouvez le faire surtout aussi. Ok ? Donc, qui pour m'aider, on l'a vu tout à l'heure, c'est important de savoir que on a des organisations de l'État ou centralisées qui sont là pour nous aider. Donc l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est via cette organisation que vous allez pouvoir trouver des fiches récapitulatives, des guides. Donc, par exemple, ils publient des guides comme là, guide crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle. Donc pour vous donner des indications, alors voilà, vous avez des petites fiches récapitulatives. C'est celles que je vais vous faire passer dans quelques minutes, qui sont pareilles, vous les imprimez, vous les gardez, et vous avez de l'information claire et de base pour vous permettre d'être un petit peu plus sécu. On a vu donc le 17 cyber, mon assistance en ligne, je pense que je suis victime d'un phishing, que j'ai rempli les choses et que j'aurais pas dû, vous pouvez vous servir du 17 cyber à ce moment-là. C'est super utile. Ils vont vous donner les bons conseils ou les bonnes démarches ou éventuellement vous rerouter vers des professionnels qui vont pouvoir vous aider. D'accord ? Et puis, dans votre écosystème plus proche, il y a des gens pour vous aider. Alors, bien évidemment, la gendarmerie, on a parlé tout à l'heure des cyberpompiers, des CERT, mais vous avez donc la gendarmerie pour le côté judiciaire. Mobiliance, on est là aujourd'hui, c'est pour en parler. Donc, n'hésitez pas derrière, si vous avez des questions, à solliciter vos équipes territoriales et puis on y répondra. Si vous avez des doutes sur les mails que vous recevez, vous pouvez nous les envoyer, on peut les vérifier, on a des outils pour vérifier ça.
c'est toujours intéressant aussi d'avoir un deuxième point de vue. Hein, ça prendra pas longtemps. Tel mail, j'ai un gros doute, je sais pas quoi faire. À votre avis, c'est comme ça aussi que derrière on peut vous transmettre des alertes. Vous nous avez prévenu et on prévient la communauté. Ça sert à ça hein, aussi. Un syndicat patronal, c'est ça la solidarité. Donc les CCI qui peuvent vous aider aussi, qui font parfois aussi des formations. Midrange, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un partenaire, voilà, et puis les banques qui peuvent vous accompagner aussi. Alors, je pense notamment, je sais que la Société Générale a des produits d'assurance cyber spécifiques, donc voilà, c'est parfois pas inintéressant de se dire qu'on peut être soutenu par une assurance en cas de gros pépins. Ensuite, pour nous aider, eh ben, on a tout un écosystème privé. Là, on a vu, voilà, en gros, les gens de l'État. Et puis, il existe de nombreux métiers relatifs à la cybersécurité. Plus on avance et plus on a des métiers qui se créent, qui sont spécialisés et qui vont pouvoir vous accompagner en fonction de vos problématiques. Donc, tout à l'heure, on parlait de cadre réglementaire. Voilà, si pour X ou Y raison, vu la taille de ma structure, on me demande, moi, d'être ISO 27001, qu'est-ce que c'est ISO 27001? Bon, bah voilà, on se fait accompagner par des auditeurs en cybersécurité, des consultants en cybersécurité. Ça va nous permettre de connaître le cadre et puis de nous accompagner sur la mise en place des normes qui doivent être dans l'entreprise. Des risques managers qui identifient et gèrent les risques liés donc à la sécurité de vos systèmes d'information. Donc, ils vont regarder les vulnérabilités et ils vont pouvoir vous dire éventuellement ce que vous devez faire pour les corriger. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des blue teams et des red teams. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés dans la défense, les blue teams, et des gens qui sont spécialisés dans l'attaque, les red teams. Mais l'attaque voulue, l'attaque gentille, souvent on utilise le mot hacker qui a connotation péjorative. Il y a des hackers éthiques qui sont là en fait pour tester vos défenses. Ils vont, avec votre accord, donc c'est un contrat, hein, donc ce qu'on appelle des testeurs d'intrusion, des pen testers, ils vont se mettre dans la peau du hacker et puis ils vont vous attaquer et puis ils vont vous dire derrière s'ils sont arrivés et puis comment ils y sont arrivés. Et là, ça va aider les équipes informatiques, bien évidemment, beaucoup mieux muscler les défenses. Il vaut mieux payer pour avoir une fausse attaque que payer une rançon suite à une vraie attaque. Je peux vous garantir que le rapport, il est de 1 à 3. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont là pour faire ça. Et puis après, le blue team, donc là, c'est les Security Operation Center, c'est ceux qui analysent en permanence les données. Donc, si on a un gros système et qu'on a besoin que ce soit vérifié parce que j'ai un site web de vente en ligne, etc., j'ai tout un tas d'applications qui sont mises en œuvre aujourd'hui. C'est toute une usine parce que je fais plein de trucs et c'est super. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire appel à ce genre de service. Bien évidemment, un incident responder donc, qui intervient lors des attaques pour essayer de contenir et d'analyser les menaces. Donc là, les CIR peuvent vous mettre en relation avec ce type de personnes. Et puis après, le forensic qui va être, on va dire, enquêteur privé, qui peut investiguer après une attaque pour essayer d'identifier le chemin ou celui qui vous a attaqué. Si vous portez plainte, pour essayer de récupérer des preuves. Et puis parfois aussi pour essayer de récupérer des morceaux de sauvegarde qu'on pourrait réussir à décrypter. Donc vous voyez que par rapport à la cybersécurité au sens général, on a déjà beaucoup d'interlocuteurs différents. Nous, on est en relation aussi avec des sociétés françaises sur le territoire, en local, qui interviennent au niveau national. Donc, s'il y a des besoins aussi particuliers, on peut vous aider. Voilà, on a parlé de Midrange, qui est aujourd'hui un partenaire connu et reconnu et établi, mais on a plein d'autres partenaires aujourd'hui dans notre écosystème. Donc, si vous avez des questions, pareil. Moi, je cherche quelqu'un parce que j'aimerais faire ça. Très bien. Envoyez vos demandes à l'équipe territoriale. Et puis derrière, on vous répondra en donnant quelques noms, quelques adresses. C'est pas interdit. OK? Alors, quelques outils encore pour finir. Alors, on a testé votre mot de passe. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, le mot de passe, il peut être craquable. Donc, de quelques secondes, c'est celui-là. Votre mot de passe sera trouvé immédiatement. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pourquoi cet outil est intéressant? Alors déjà, parce qu'il ne donne jamais en clair votre mot de passe. Il anonymise, donc vous pouvez tester tous les mots de passe que vous voulez. Ils n'apparaîtront déjà jamais à l'écran. Et il ne
les sauvegarde pas non plus. Et puis ensuite, il me dit en combien de temps il serait trouvé. Donc, si par exemple, j'écris Mobiliance tout en minuscule, donc ça prendrait 2 minutes. Okay, et puis, si je fais ça, et que je rajoute des chiffres et que je rajoute des caractères, et ben là, ça commence à prendre beaucoup plus longtemps. Donc, si vous testez vos mots de passe et que vous voyez que vous êtes dans le rouge, il est peut-être temps de les changer. Vous êtes dans le bleu, ça veut dire que vous êtes dans le bon. Et plus vous allez rallonger votre mot de passe, plus ça va être efficace. Alors, si vous êtes dans le vert, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas casser votre mot de passe. Donc, casser votre mot de passe, c'est différent de mon mot de passe traîne sur le dark web parce que je me suis fait pirater via un fournisseur. D'accord. Vous pouvez avoir un mot de passe de 30 caractères. S'il est dispo sur le dark web, voilà, on s'en fiche de la longueur. Par contre, si vous avez vu que votre mot de passe aujourd'hui il est corrompu et que vous voulez le changer, et que vous avez des idées de mot de passe, je veux mettre la date de naissance, etc., machin, etc., venez le tester. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez tester tant que vous voulez. D'accord? Donc, ça, c'est How secure is my password. Ensuite, si vous avez créé votre domaine et que vous voulez vérifier si votre domaine est bon, par exemple, entrez ça. Et je vais aller voir, pareil, c'est un peu comme tout à l'heure avec Inbound. On va aller vérifier si on a des alertes. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'alertes. On a 87 comptes avec mot de passe volé. Alors, j'ai rentré tout à l'heure mazar.fr, voilà, qui est ici, pardon. Je ne l'ai pas rentré par hasard parce qu'en fait, c'est une grosse société de conseil qui s'est fait pirater il y a très peu de temps. Et en fait, juste avant qu'il se fasse pirater, on a vérifié juste après, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient une exposition sur le dark web qui était énorme. Et que donc, peut-être que s'ils avaient eu cet outil et s'ils avaient pu vérifier, peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'attaque. Voilà. Alors, ils vont bien, ils sont en train de s'en remettre. Néanmoins, ça a été très, très gros. Et ils mettront des mois à s'en remettre. D'accord? Ne serait-ce que dans le bon fonctionnement. Financièrement, c'est encore autre chose. Là, on est sur une voilure en millions d'euros. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez créé votre nom de domaine et que vous commencez à voir ce genre de petites choses qui apparaissent, il n'y a pas besoin d'être bien, on a les couleurs, c'est parfait. Là, c'est critique. C'est de se dire, bon, là, il est temps qu'on sévisse, on va changer tous les mots de passe de tous nos collaborateurs et puis on va complexifier la chose et parce que sinon, il va nous arriver vraiment des malheurs très prochainement. OK? Donc ça, c'était White Intel. On a juste une question, Julien, de Dominique. Bien sûr. Ouais. Et hop, le micro. Oui, au niveau des mots de passe, tu dis qu'il faut donc pas les donner, pas les, etc. Mais il faut les changer et les mettre le plus long possible. Et pas avoir le mot de passe pour, enfin, essayer d'avoir plusieurs mots de passe. C'est ça que tu dis. Le problème, c'est comment s'en rappeler. Parce que souvent, on arrive à un moment où on mélange tous nos mots de passe. Et alors, il existe le trousseau de clés, je crois qu'on dit, Microsoft ou iCloud, etc. Oui. Est-ce que c'est bien de passer par là? Est-ce que c'est sécurisé ou est-ce qu'on peut aussi se faire pirater ce trousseau? Tout est piratable à partir du moment où on veut le faire, d'accord, Dominique? Maintenant, aujourd'hui, avoir un gestionnaire de mot de passe, donc type ProtonPass ou KeePass, qui sont des outils aujourd'hui connus, réputés et fiables, c'est aujourd'hui la meilleure solution parce qu'ils vont vous générer des mots de passe aléatoires, donc complexes, uniques et qui ne peuvent pas être cassés et vous n'avez pas à vous soucier de vous en souvenir. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir l'application sur votre téléphone et de rajouter l'extension sur votre navigateur. Et comme ça, vos comptes sont protégés, mais vous pouvez continuer de vous connecter, j'ai envie de dire, de façon assez transparente sans avoir besoin de se remémorer un mot de passe. Aujourd'hui, les hackers, ils misent beaucoup
là-dessus, c'est que les mots de passe, c'est compliqué, il y en a plein de partout. Alors, je mets un peu de partout le même, et puis c'est bon. Le souci, justement, il va être là, c'est qu'une fois que vous tombez dans le domaine du dark web, qu'un de vos fournisseurs s'est fait pirater, eh ben, c'est terminé. Votre mot de passe, entre guillemets, il est plus efficace. Et si j'ai accès derrière, avec ce mot de passe, à votre compte de messagerie sur lequel avec lequel je m'enregistre justement sur Amazon, voilà, je vais pouvoir, moi, en tant que hacker, aller modifier tous les mots de passe ou bloquer l'accès et usurper totalement votre identité. On a parlé des entreprises, mais ça se produit quotidiennement dans le domaine privé. D'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ils font un pari en se disant, tiens, donc son adresse mail, c'est Gmail. Là, sur ce portail, il a rentré tel mot de passe. Tout simplement, je vais aller sur Gmail et puis je vais tester son mot de passe. Ah, bingo, je rentre. Et là, je rentre dans votre boîte mail. Et là, j'ai accès à toute votre histoire. Est-ce que vous supprimez les éléments envoyés quand vous envoyez votre pièce d'identité scannée, quand vous envoyez votre RIB? Est-ce que vous supprimez les éléments envoyés? Probablement pas. L'hacker, il va aller voir, il va récupérer tout un tas de données comme ça. Et c'est comme ça que derrière, on arrive sur des grosses usurpations d'identité où on n'a plus que les yeux pour pleurer. Parce que le temps qu'on s'en rende compte et qu'on essaye de faire les choses, en fait, c'est trop tard. Et le problème, il est là. Donc, si tu veux, oui, avoir un gestionnaire de mots de passe, oui, clairement, aujourd'hui, oui, c'est la meilleure défense. Voilà. Est-ce que ça le restera? Probablement pas. Les techniques vont évoluer. Et puis, pareil, en fait, il faut créer un mot de passe pour le gestionnaire de mot de passe. Donc, si celui-là, on le retrouve, en gros, on peut y avoir accès. Moi, le seul conseil, c'est déjà votre boîte mail. Elle a ce mot de passe, il est unique. Le mot de passe pour ouvrir votre boîte Gmail ou votre mail, voilà, il ne doit pas servir à ouvrir quoi que ce soit. D'accord? Celui-là, il est unique. Comme ça, déjà, vous êtes protégé si les données de Free, de LDLC, de je ne sais qui, voilà, sont piratées. OK? L'autre jour, on a vu Autosure, ils se sont fait pirater. C'est 10 millions de données clients qui ont été vendues. On a vu les échantillons. Vous allez avoir des grosses campagnes de phishing parce qu'en fait, on a les noms des gens, on a leur mail, bien évidemment, on a leur immatriculation, on a les dates de fin de contrôle technique. Donc là, c'est pas béni pour faire du phishing. Bonjour, je crée un faux site, je vous envoie. Attention, votre contrôle technique arrive bientôt à terme. En vous inscrivant en ligne, bénéficiez de 50% de réduction et payez maintenant. Et voilà. Et l'arnaque, elle est simple et elle va être redoutable. Voilà. Et ça y en aura. Donc, c'est jamais vous, forcément, en direct, qui allez vous faire piquer votre mot de passe ou votre mail. Mais par contre, voilà. Encore une fois, via des fournisseurs, c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc, il faut des petites couches à chaque fois. Il faut des mots de passe longs. Il faut des mots de passe compliqués. Il faut des mots de passe uniques. Il faut un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Il y a une question. Le trousseau Google est-il fiable? Oui, jusqu'à ce qu'il se fasse hacker. Oui, il est fiable. Sur ce genre de choses, si vous voulez, les grosses sociétés, forcément, elles ont des outils, elles sont à la pointe de l'innovation, elles sont très fortes en termes de réactivité par rapport aux nouvelles menaces. Donc, clairement, on peut leur faire confiance. D'ailleurs, la boîte Gmail, elle est pas mal parce qu'elle filtre aussi super bien tout ce qui est phishing, franchement. C'est une des messageries qui fonctionne le mieux. Maintenant, sinon, si vous n'en êtes pas content, vous passez sur Proton. J'en ai parlé tout à l'heure pour le VPN, mais ils font aussi des adresses mail. Ils sont très sécurisés. C'est une boîte suisse, très grosse boîte maintenant, et ils ont vraiment des outils qui sont très très bien. Du coup, c'est plus sécurisé que Microsoft. Oui, parce que Microsoft aujourd'hui, c'est l'éditeur de logiciels le plus attaqué. Et donc, c'est celui sur lequel il y a le plus de vulnérabilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on trouve à peu près, l'année dernière, surtout, il y avait plus de 60 000 vulnérabilités qui permettaient des attaques. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'elles sont toutes exploitées, mais en fait, les développeurs mettent en place des solutions où elles sont mises sur le marché. À partir de là, les hackers professionnels, ils n'ont qu'un objectif, c'est de voir par quel biais ils peuvent les contourner et les pirater. Et puis, une fois que c'est trouvé, si Microsoft a de la chance, ils sont prévenus parce que c'est des hackers éthiques qui l'ont fait. Et donc,
il vous envoie des patchs de correction, donc c'est les fameuses mises à jour. Donc faites les mises à jour, bien évidemment. Ça veut dire qu'on corrige aussi des problèmes de sécurité, un petit peu comme sur les véhicules. Hein. Vous avez un véhicule qui est lancé sur le marché, puis de temps en temps, vous avez un rappel parce que un défaut de sécurité, ça peut arriver. C'est la norme, j'ai envie de dire, dans le logiciel, d'accord, dans les services en ligne, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant parce qu'il faut se souvenir que j'ai pas d'outil, j'ai pas un outil qui existe, qui soit la panacée, qui me protège de tout. Ça n'existe pas, d'accord. Si vous utilisez Firefox, par exemple, vous avez Mozilla Monitor. Donc pareil, vous pouvez rentrer votre adresse mail et puis il va effectuer un scan gratuit du dark web. Et après, vous pouvez l'avoir en application. Il va tourner régulièrement. Et puis le jour où vous apparaissez dans une liste, ça, vous allez avoir une notification. Voilà, ça permet d'être prévenu en temps réel. Google pour Gmail le propose aussi. Il faut aller dans les paramètres et vous vous inscrivez. Et comme ça, si vous êtes dans une fuite de données, vous serez prévenu dès qu'ils en auront connaissance. D'accord. Toujours pareil, dès qu'ils en auront connaissance, le temps d'accéder aux bases de données du darknet, etc. C'est pas toujours simple. C'est aujourd'hui néanmoins ce qui est le plus efficace pour savoir si nos données ont fuité. Ok. Et puis donc tout à l'heure on en a parlé. Hop, pardon. Urgence cyber Île-de-France. Ah bon, on va le mettre. On va aller sur le site. Donc, c'est votre plateforme de référence en cas de pépin. Voilà, vous retrouvez le numéro. OK. Ça vous explique. Apporter une assistance d'urgence personnalisée via un centre d'appel en cas de cyberattaque, établir un diagnostic à distance, informer sur les premiers gestes et formalités à accomplir. Voilà. C'est vraiment le pompier cyber. Et donc, c'est important de savoir que vous pouvez tout de suite vous reposer sur des professionnels qui vont pouvoir vous aider à, voilà, dans les premiers instants. C'est très important. D'accord? Donc, c'est des gens qu'il faut avoir et qu'il faut, sur la petite fiche, comme on a vu tout à l'heure, si vous voulez vous faire un petit memento sur les choses, les personnes à prévenir, etc., très clairement, vous mettez ce numéro. Voilà, c'est le plus important. Donc, comme vous l'avez vu, être concerné, c'est le meilleur moyen de se protéger. Et là, je reviens sur la première slide, une des premières slides où je vous ai donné la définition de la cybersécurité, où on a dit c'est l'ensemble de moyens pour protéger les données informatiques. Et souvent, on fait le raccourci de penser que c'est l'ensemble des moyens informatiques de protéger les données informatiques. Et là, la plus grosse erreur, elle est là, parce que tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à présent, on était principalement basé sur des failles humaines. Voilà, l'ensemble des moyens, ça veut dire aussi sensibiliser les gens, se former, rester informés, faire attention, voilà, en discuter. C'est pas juste je mets un boîtier et puis c'est bon, ça va rouler, je suis protégé. Non, non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement parce que maintenant les menaces sont beaucoup plus larges, elles sont beaucoup plus nombreuses et elles vont surtout fortement évoluer avec l'IA. D'accord. On a dit tout à l'heure souvent qu'on peut voir dans des mails de phishing, c'est les fautes d'orthographe, ça va être de moins en moins vrai avec l'IA. D'accord. Vous allez avoir des étrangers qui vont vous faire des mails parfaitement rédigés en français et on va se faire avoir. D'accord. Donc, il faut se faire accompagner et puis surtout, il faut rester vigilant. Donc, je reviens sur mon petit questionnaire. Qui est responsable de la sécurité dans une entreprise? Et donc, bien évidemment, c'est tout le monde en fait. C'est chaque salarié et la direction générale. Ça peut pas être que le responsable informatique. C'est pas possible. Ça marche plus comme ça. Avant, c'était comme ça. C'est une erreur et il faut bien évidemment, vous l'avez compris, que tout le monde soit concerné. C'est la meilleure des protections. Et alors, vous avez mis classer ces attaques de la plus fréquente à la moins fréquente. Peut-être. Et on est bon. Donc le phishing, c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que c'est la plus grosse, c'est la porte d'entrée, c'est celle-ci qui fait le plus de dégâts.
Derrière, on a encore beaucoup de virus, de logiciels malveillants, on va dire, qui permettent des accès. Alors, c'est pas forcément automatisé, mais ça permet des accès derrière à des hackers. Donc voilà, il y en a beaucoup. Le ransomware, mais qui alors est en train d'exploser malheureusement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis les intrusions réseau qui concernent plutôt les grosses entreprises. Donc voilà, c'est pas intéressant d'en parler aujourd'hui. On va dire que c'est pas pertinent. Voilà. Pour terminer, donc le produit miracle n'existe pas, hein, c'est ce que je vous dis. Voilà, il faut une multitude de couches techniques, humaines, pour arriver à une protection efficace. L'urgent n'est pas urgent. Je parle bien dans le cadre des mails, hein, et des SMS que vous recevez, etc. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un caractère d'urgence, vous devez faire l'inverse de ce que le mail vous demande de faire. Vous devez faire un pas en arrière. D'accord? Voilà, c'est vraiment très important. Et puis, l'écosystème est de plus en plus riche. Donc, vous l'avez vu. L'idée, c'est pas de retenir, hein, bien évidemment, tous les métiers, mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille sur le sujet parce que c'est une grosse préoccupation. Donc, vous trouverez toujours des gens pour vous aider. D'accord. Et puis, voilà, si on confie ça uniquement au responsable informatique, le responsable informatique, il va s'occuper des serveurs, de tous les logiciels qui tournent dessus, il va s'occuper des PC, des mises à jour, etc. C'est pas forcément un expert cyber. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas le temps. Il ne peut pas s'en occuper. C'est un domaine, encore une fois, qui est de plus en plus riche. Donc, on ne peut pas tout lui faire reposer sur les épaules. C'est de la compétence de chacun que de se préoccuper de la cybersécurité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, J'en ai une, Dominique. ouais, j'en ai une autre qui est peut-être bête, mais ça m'y a fait penser quand tu es allé sur le site. Sur tous les sites, on te demande d'accepter les cookies. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les cookies que tu acceptes et une cyberattaque? Et quelles sont tes préconisations par rapport aux autorisations ou pas des cookies sur les sites? Alors, les cookies, c'est en fait un système. Quand vous allez sur un site internet, votre ordinateur, en fait, il envoie une demande à un serveur. Et est-ce que je peux me connecter? Oui, tu peux te connecter. Attends, je vérifie que voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, tu peux te connecter. Vas-y. Et si vous changez de page, et est-ce que je peux me connecter? Oui, oui. C'est compliqué, ça fait beaucoup de flux. Pour simplifier ça, en fait, on met en place souvent des cookies où le cookie, en fait, il va prendre certaines données, il va les chiffrer, il les envoie au serveur, il dit bon, c'est bon, celui qui a tout ça, tu lui permets de naviguer. Voilà, c'est pour simplifier. Sauf que les cookies vous prennent des techniques obligatoires justement pour fluidifier la navigation. Et puis parfois, il va aller un petit peu plus loin, il va vous prendre d'autres données. Alors non, il n'y a pas de danger, c'est simplement que c'est toujours pareil. En fait, ils vous prennent beaucoup de données et ce qu'on appelle ensuite, ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire, c'est un nombre considérable de données et après, elles sont revendues à d'autres sociétés spécialisées justement en marketing, etc., etc., et qui vont pouvoir en fait analyser ce que vous consommez, ce que vous regardez, comment vous vous connectez, avec quoi vous vous connectez, etc. Donc voilà, en gros les cookies ça sert à ça, c'est un peu intrusif, c'est pour ça que ça a été et qu'il y a eu des lois pardon là-dessus pour vous avertir qu'il y avait des cookies et qui vous demandent votre consentement. Alors bien évidemment, ça nous saoule. On va pas lire tout ce qui est demandé à chaque fois. Mais c'est pas techniquement parlant, c'est pas assez pertinent. Il y a une autre question. Merci. Merci Geoffrey. Avec plaisir. L'autre personne qui a levé la main. Oui, j'ai l'impression que son micro est activé, mais on l'entend pas. Ah, piratage du micro, ça arrive. Allez-y, alors c'est marqué Secta. Ou sinon, si vous pouvez écrire votre question si le micro ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le temps peut-être que. Oui, bonjour.
j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un site qui fait autorité sur un suivi des évolutions de techniques de piratage ou pas, qu'on pourrait régulièrement consulter pour se mettre à jour soi-même? Non, alors en fait, il y a plusieurs sites, mais qui sont quand même à vocation professionnelle. Il y a malheureusement pas beaucoup de sites. C'est pour ça qu'on essaye de générer du contenu et vous proposer ce type de session de sensibilisation. C'est parce que il faut aller piocher un petit peu les infos un peu de partout. C'est parfois dans un jargon un peu compliqué. J'ai pas trouvé moi aujourd'hui quelque chose qui justement puisse permettre de faire consensus. Il y a des gens qui traquent un petit peu tout ce qui se passe sur le dark web et qui s'appelle Dark Web Informer par exemple. Donc, vous pouvez voir assez régulièrement les boîtes qui se font hacker ou les choses qui sont demandées. Mais c'est pareil, c'est pas la panacée. Vous avez après donc une organisation qui est chargée de répertorier, d'inventorier toutes les vulnérabilités, ce qu'on appelle les CVE. Et donc, mais c'est très codifié, c'est très segmenté, c'est très compliqué à lire parce que là, c'est très technique. Donc, malheureusement, non, on découvre souvent les choses a posteriori. Parce que s'ils réussissent, c'est qu'ils ont un coup d'avance. Et donc non, j'ai pas de solution miracle non plus à vous donner à ce niveau-là. Désolé. Alors, juste pour rebondir, est-ce que ça serait pas possible de mettre en place au sein de Mobiliance une newsletter où justement tu mettrais un peu toute cette veille et tu la vulgariserais de manière la plus simple pour les adhérents? Et on pourrait proposer Alors, aux adhérents, ceux qui souhaitent la suivre, du coup de... ouais, on me s'inscrire. l'avait pas demandé, mais c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà. Pour l'instant, on est parti du principe que vous recevez beaucoup d'informations déjà, qu'on ne voulait pas rajouter des couches. Si vraiment il y avait quelque chose de très menaçant, on vous le ferait parvenir, on ferait une alerte. Il y en a déjà eu sur des mails et l'Île-de-France d'ailleurs. Ouais, nous, c'est des infos flash. Ouais. Vous avez une direction territoriale qui est très proactive là-dessus, donc ils essayent. Voilà, faut pas faire doublon en fait avec ce qui existe déjà. Pourquoi pas, mais pas à court terme. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste pour pas noyer les gens avec des informations. Non, mais je suis d'accord. Après, je ne sais pas si on pourrait faire un formulaire pour vraiment faire une liste où il n'y a que les adhérents qui souhaitent recevoir Tout ça. à fait. Sans forcément Non, envoyer mais à tout le monde, mais que ceux qui j'avais pas sont intéressés. pensé sous cette forme, mais c'est un format sur lequel très clairement on peut réfléchir à l'avenir. Ouais. Et voilà, peut-être quelque chose tous les 2 mois. Enfin, bon, je ne sais pas, avoir. Ouais. Et ben c'est parti, on va mouliner tout ça alors, si ça vous intéresse. Et moi, j'avais une autre question. Est-ce que tu as prévu de faire un guide cybersécurité avec tous ces éléments qu'on puisse peut-être distribuer aux adhérents et leur dire ça, c'est l'essentiel? Ouais, alors très prochainement, en fait, il est presque prêt. On va se doter de plusieurs outils, et notamment d'un guide récapitulatif sur lequel vous allez retrouver en fait tous les liens qui peut vous permettre de générer justement toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Parce que si je vous mets un lien directement sur le document, ou si je vous mets le document, par exemple, de l'ANSSI, il suffit qu'il y ait une mise à jour et vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va vous permettre de pouvoir retrouver, et les mises à jour se feront derrière, mais au moins, à chaque fois que vous cliquerez dessus, vous aurez la bonne information au bon moment. Okay. Donc, oui, ça, c'est prévu qu'on remette. Super, génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, peut-être dans la conversation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre écoute. J'étais en train d'écrire une bêtise. C'est étonnant. Je la mets. Voilà. Ah, mais au moins, je suis sûr que vous l'avez retenu. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut mettre fin à ce webinaire. Oui, on va les manger. Exactement. Et voilà, si vous avez des questions, des doutes, comme disait Julien, n'hésitez pas du coup à écrire à vos conseillers territoriaux, donc soit Monsieur Gruber ou soit Monsieur Husson.
Et si vous n'avez pas leur adresse email ou leur téléphone, n'hésitez pas à m'écrire. Normalement, vous avez mes coordonnées. Bah, merci à tous d'avoir suivi et Merci. à un Merci. prochain webinaire. Merci Merci à beaucoup. Au revoir. Merci, revoir. au revoir, bon Merci, appétit. bonne fin de Et journée. merci Julien. Merci à vous. À Merci bientôt. Julien, c'était top. Merci. Merci. Merci.